Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse et Pêche Express. Aujourd'hui, une émission spéciale parce que de nombreuses capsules ont été enregistrées sur le web mais n'ont jamais été diffusées à la télévision. Aujourd'hui, je vous en fais une primeur. On regarde tout de suite notre première capsule inédite. Connaissez-vous le verbe « enrapper » ? C'est pas un verbe que je viens d'inventer, mais beaucoup de pêcheurs sont là à conjuguer le verbe enrapper à peu près à tous les temps. Je me suis enrapé, je m'enrappe. Hier, je m'étais enrapé. Enrapper, tout simplement, un genre de langage de pêcheur qui veut dire je me suis pris dans le fond avec mon agrès de pêche. Rien de plus désagréable que de se prendre à quelque part avec notre hameçon et là de tirer sur notre canne, à la limite de briser notre équipement de pêche jusqu'à temps que l'inévitable arrive, c'est soit qu'une section de la canne à pêche va briser ou à ce moment-là, le fil va casser, laissant nos dollars au fond de l'eau. Donc, évidemment, il n'y a rien de plus désagréable que ça. Il y a des espèces de poissons qui sont un peu, je dirais, enclins à ce que le pêcheur s'enrappe ou se prenne autant dans la végétation que dans les billots de bois ou dans les roches. C'est des poissons qui aiment les structures, qui aiment se cacher derrière une roche, qui aiment se cacher dans la végétation, comme les brochets, les masquinongés. Les achigans aiment beaucoup les différentes structures pour se cacher. Et c'est tout un défi que le pêcheur a d'être capable d'envoyer son leurre pour taquiner ces poissons-là sans qu'à tout bout de champ, ils se prennent au fond ou ils s'accrochent dans une structure. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont les cuillères anti-joncs. Parce qu'évidemment, plusieurs poissons aiment se cacher dans la végétation. Les nénuphars, entre autres, les potamots, toutes les plantes aquatiques que l'on connaît, qui fait en sorte que quelquefois forment un véritable tapis vert, rendant la vie du pêcheur les plus misérables. Alors, habituellement, une cuillère anti-jonc est composée, évidemment, de la cuillère en tant que telle. Ici, on parle de cuillère ondulante, d'un hameçon sous-jacent, mais également muni d'une tige de métal, ici, faisant en sorte que ça protège la pointe de l'hameçon, faisant en sorte que la végétation arrive sur la tige en tant que telle, glisse sur la tige pour, comme un peu, clairer la pointe de l'hameçon pour que le leurre puisse voyager dans la végétation sans s'y prendre. Donc, un pêcheur, par exemple, qui aime les structures et la végétation, à la recherche de poissons qui aiment s'y camoufler, doit avoir une cuillère anti-jonc dans son coffre. Un autre modèle que j'aime bien, la fameuse cuillère ondulante qui imite un peu la peau d'une grenouille. La grenouille léopard, même brune pour la grenouille des bois. Encore une fois, une belle cuillère ondulante, mais ici, elle est munie de deux petites broches adjacentes à l'hameçon, qui fait en sorte qu'encore une fois, le même principe, la végétation glisse sur les deux petites broches, permettant ici à la cuillère de voyager dans la végétation sans s'y prendre. Et si jamais un poisson venait mordre, bien à ce moment-là, la gueule du poisson écrase les deux petites broches en tant que telles, ici faisant en sorte que la pointe de l'hameçon devient fonctionnelle et est capable de ferrer le poisson tant recherché. Donc, des petites cuillères, pas tellement dispendieuses, qui sont un ajout indéniable aux pêcheurs qui aiment pêcher dans des lacs un peu plus eutrophes à eau chaude où la végétation est omniprésente. Mon coup de cœur, cependant, est ici à la Timber Doodle, une petite cuillère ondulante de la compagnie Mepps, qui laisse descendre sous son ventre une petite aiguille. La petite aiguille sert ici à empaler un genre de leurre de plastique, si je me permets de le démontrer avec vous. Et vous devez vous demander à quoi cela va-t-il servir. Mais mon leurre de plastique, je vais venir carrément l'accrocher à l'hameçon sous-jacente et c'est mon leurre de plastique qui fait office ici de protection anti-jonc. Donc, j'ai un amalgame de cuillères de métal avec un leurre souple qui fait en sorte que l'agencement des deux fait en sorte que mon hameçon est protégé et je peux pêcher dans les endroits où la végétation est très dense. Et je termine évidemment avec un leurre pour les zones un peu plus profondes. J'ai quand même ce qu'on appelle un gratteur de fond, j'ai mon bas de ligne et j'ai un harnais ici pour pêcher le doré dans les zones de végétation. Ce que j'ai fait avec mes deux petites hameçons, bien j'ai empalé un leurre souple encore une fois et j'ai caché la pointe de mon hameçon à l'intérieur du leurre, ce qui fait que mon leurre est capable de circuler dans la végétation sans que les pointes soient apparentes pour ainsi se prendre dans la végétation. Donc, c'est des petits équipements de pêche ici qui existent pour le pêcheur qui aime s'aventurer dans les zones où la végétation est omniprésente, mais où il y a souvent du beau poisson qui se cache.
Vous me prenez en train d'observer une tête osseuse qui m'a été amenée par un aventurier de la nature, finalement, pour me dire Monsieur Lessard, regardez, j'ai trouvé un petit castor en forêt. Alors, j'analyse la structure de par ma formation de biologiste. J'aime bien essayer de trouver la cause du décès de l'animal, par exemple, et de l'identifier de par sa dentition. Bon, ici, les grandes incisives oranges me disent tout de suite que c'est un rongeur. Je calcule le nombre de dents et effectivement, mon aventurier a raison. Il a la même dentition, le même nombre de dents que le castor. Par contre, quelque chose a attiré mon attention. Je trouvais le crâne relativement léger et je trouvais que dans l'os de la joue, qu'on appelle la zygomatique, c'est des termes un peu savants, qu'il y avait des trous qui fait que, il me semble que le castor, animal aquatique, n'a pas ces structures-là. Alors, je suis allé dans ma collection et j'ai retrouvé un véritable crâne de castor pour m'apercevoir qu'il n'y avait pas les mêmes trous d'aération, ou je dirais d'emprise de muscles, au niveau de sa tête. Le crâne est beaucoup plus massif, beaucoup plus lourd, qui est un peu un signe d'un animal aquatique. Alors, je reviens au crâne qui m'a été amené par notre aventurier et je constate que, de par mes livres, il s'agit d'un crâne de porc-épic. Donc, deux rongeurs relativement semblables, qui ont à peu près la même taille, mais seulement la structure osseuse ici m'a permis de distinguer l'un par rapport à l'autre. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ces rongeurs-là laissent des traces dans l'environnement. Laisse des traces d'alimentation, laisse des tiges qui ont été coupées, qui ont été broutées, de l'écorce qui a été rongée. Et là, je m'adresse tranquillement au chasseur à l'orignal qui, plusieurs fois, dans sa prospection de territoire, retrouve des troncs d'arbres qui ont un peu cette allure-là. Ici, j'ai sectionné à la scie mécanique un tronc d'un arbre qui s'appelle l'érable à épis. Et l'érable à épis, qui est reconnaissable par ses lignes noires sur l'écorce, est souvent la cible d'un animal pour s'alimenter. Plusieurs interprètent ce signe-là comme des coups de panache. Vous savez, les mâles orignaux qui ont des bois sur la tête, s'acharnent quelquefois sur des arbres, des arbustes, ou un cerf de Virginie, par exemple, le mâle qui va encorner un arbre pour faire un genre de frottage qui délimite un peu son territoire. Ici, à des fins d'interprétation, ce sont les dents de l'orignal qui, au printemps, lorsque la sève monte dans l'arbre et que l'écorce est gorgée de sève, va venir chercher un lambeau d'écorce et d'un coup de tête en montant, va arracher une section d'écorce pour la brouter. Laissez-moi vous montrer comment que cela fonctionne. Ce n'est pas un crâne d'orignal, vous me direz, c'est un crâne de cerf de Virginie, mais la dentition est absolument pareille. Remarquez que le cerf de Virginie, tout comme l'orignal, n'ont aucune dent à la mâchoire supérieure, seulement des prémolaires et des molaires pour brouter les végétaux. Par contre, la mâchoire d'en bas, elle est munie de petites incisives, tout comme l'orignal, qui sont beaucoup plus puissantes à ce moment-là. Alors, l'orignal arrive aux côtés de l'arbre au printemps, souvent gorgé de sève, et avec ses dents de la mâchoire inférieure, va venir arracher une petite section d'écorce et d'un coup de tête violent vers le haut, va arracher une bandelette d'écorce, que je rappelle qui est gorgée de sève et d'éléments nutritifs, pour que l'orignal commence à changer sa diète lorsque la neige se met à fondre, laissant des signes non équivoques pour le chasseur qui veut, par exemple, délimiter son territoire et vouloir noter la présence d'un orignal. Vous êtes plusieurs à m'envoyer des photos de ça. Me dites, regardez, M. Lessard, un arbre qui a été encorné par un cervidé. Alors ici, l'interprétation juste et exacte, ce n'est pas un arbre qui a été encorné, mais c'est un signe d'alimentation de l'orignal. Quand vous trouvez ce signe-là, eh bien, il y a sûrement un autre arbre autour qui a été également aux prises avec la venue de l'orignal, parce que la sève monte à peu près tout en même temps dans les arbres avoisinants, donc ce n'est sûrement pas le seul qui s'est acharné pour s'alimenter. Ici, j'ai un érable de Pennsylvanie, mais ça peut être aussi un érable rouge, entre autres, que l'orignal est relativement friand lorsque la sève monte au printemps. Les bourgeons peuvent être sectionnés également au niveau des branches et même quelquefois, si vous êtes observateur, certaines branches ont complètement été cassées
par l'animal. Il s'agit ici probablement d'une femelle qui a cassé une branche pour la descendre un peu plus bas pour permettre à son veau, qui n'a pas la même taille, la même hauteur, d'aller chercher les branches relativement hautes, de pouvoir avoir accès à une nourriture de qualité. Donc, les orignaux sont loin d'être fous. La femelle casse des branches, les ramenant au sol pour alimenter les jeunes, et les adultes, au printemps, par leur mâchoire inférieure, vont arracher des lambeaux, des languettes d'arbres, d'écorces, gorgées de sève pour s'alimenter et tranquillement passer à leur régime alimentaire plus estival. Donc, c'est des signes ici qui sont laissés dans la nature par les animaux et qui sont importants pour le chasseur ou le naturaliste de vouloir trouver la présence de ces animaux-là. Je suis en train de vérifier ici une mésaventure qui est arrivée à un chasseur sur la batture du fleuve à la chasse au canard. Regardez comment est-ce que le canon ici a ouvert suite probablement à une obstruction du canon. Obstruction faite soit par la bourre de la cartouche qui est restée coincée, ou obstruction probablement parce que quelque chose a entré dans le canon, le bouchant lors du coup de feu. Cependant, la bonne nouvelle de sa mésaventure, c'est la façon que le canon a été construit. Il s'est comme délaminé en petites languettes de métal, empêchant la projection de ce métal-là, soit dans la figure du tireur ou au niveau de ses voisins, par exemple. Donc ici, une mésaventure qui fait en sorte que son arme est ruinée, à tout le moins son canon, mais au moins il est dû pour un bon choc nerveux, mais sans blessure apparente. Pourquoi cette longue introduction sur la sécurité des armes? C'est que, éventuellement, lorsqu'on pratique le tir, il y a moyen d'améliorer notre précision et notre dextérité avec notre arme. Déjà, le chasseur de canard est voué à plusieurs défis à l'approche d'un oiseau. Principalement, les canards volent très vite. Et avec le type de munition que le chasseur utilise, bien, il doit faire un calcul mental très, très rapide pour donner l'avance qu'il faut à l'avant de l'oiseau pour que la gerbe de grenaille qui est propulsée lors du coup de feu puisse atteindre l'oiseau qui est en mouvement. Donc, c'est tout un calcul mental dont l'information nous parvient au niveau de nos yeux. Et une fois que tout a été bien analysé de façon très rapide, on parle de fractions de seconde, eh bien, le chasseur va débarrer son fusil, pointer dans l'air et faire feu dans le but d'abattre proprement son canard. Mais comment physiquement tout ça se produit? Bien, c'est toute une question de mécanique physique. D'entrée de jeu, ça prend un bon balancement. Il faut que la personne soit avec les jambes légèrement écartées, à la largeur des épaules, comme on dit. Et moi, vu que je suis droitier, eh bien, j'avance légèrement la jambe gauche pour prendre un appui solide. Parce que je ne veux pas que le recul lors du coup de feu me déstabilise et que je perde mon oiseau de vue. Je veux rester bien stable, que lors du coup de feu, je serai en mesure d'enligner un deuxième coup de feu rapidement. Donc, mon centre de gravité légèrement déphasé sur ma jambe gauche. Sachant également que le canon de mon arme est le prolongement de mon œil, il est très, très important que lorsque j'épaule mon arme dans le but de faire feu sur un oiseau, que ma joue vienne en contact avec la crosse de mon fusil pour permettre à mon œil de venir s'enligner directement sur ce qu'on appelle la partie du canon qu'on appelle la bande ventilée, que mon œil vienne suivre cette bande-là et que le canon soit le prolongement de ma vision. Ce qui fait que lorsque je prends connaissance de ma cible dans les airs, un canard au vol par exemple, eh bien je monte mon fusil pour que le canon vienne correspondre à ma vision. Nombre de chasseurs font l'erreur suivante, c'est de regarder l'oiseau s'en venir, d'épauler le fusil, s'en venir coller le visage à la crosse et de faire feu. À ce moment-là, il est tout à fait normal de manquer notre cible parce que l'œil regarde un endroit et le fusil regarde à un endroit différent. Il faut que l'œil et le fusil regardent au même endroit. C'est ce qui fait qu'il faut ici bien s'entraîner à venir épauler notre fusil et ainsi bien coller notre joue sur la crosse de notre arme. Dernier point, ici évidemment, c'est la façon que les hanches vont fonctionner. Parce que ce sont les hanches qui vont tasser et qui vont permettre au chasseur d'être mobile dans l'air. Si mes jambes sont mal positionnées, il me sera pratiquement impossible de tirer sur ma gauche, étant donné que mes hanches vont me bloquer. Ce qui fait que j'ouvre mes jambes, ce qui me permet d'avoir une plus grande latitude sur la gauche
et également d'avoir de la fluidité sur la droite. Donc, n'oubliez pas ces petits conseils. La joue bien appuyée sur la crosse pour que votre œil soit le prolongement du canon, bien positionner notre centre de gravité et ouvrir légèrement les jambes pour que les hanches puissent être fluides pour suivre nos oiseaux. Et éventuellement, vous serez en mesure de tirer même les deux yeux ouverts. Pour le chasseur qui pratique la chasse aux oiseaux migrateurs, vous savez qu'il y a une entité législative, un segment de la loi qui stipule que le chasseur, lorsqu'il revient avec son gibier à la maison, un oiseau migrateur, genre un canard, une oie, une bernache du Canada, par exemple, doit garder sur la carcasse qu'il ramène à la maison une aile intacte. L'aile permet finalement, s'il se fait vérifier par un agent de la faune, ce qui peut arriver lors du transport d'un animal sauvage récolté à la chasse, que l'agent de la faune soit en mesure de bien identifier votre gibier. Au même titre que si je ramène, par exemple, un filet de doré à la maison, on nous demande, nous les pêcheurs, de garder une section de peau intacte sur le filet pour que l'agent de la faune puisse identifier à quelle espèce de poisson le filet de poisson appartenait. Mais c'est la même chose pour les canards. Alors, lorsque j'ai, par exemple, abattu un canard, une oie à la chasse, je ramène mon oiseau à la maison. Mais je dois garder une aile intacte après la carcasse au cas où. Rendu à la maison, bien, je coupe l'aile et je peux l'acheter pour ensuite de ça soit faire cuire mon canard ou le congeler pour un repas ultérieur. Mais savez-vous que cette petite entité de loi-là a développé en moi une véritable passion? La passion de collectionner l'aile de mon canard. Ben oui, si je plume mon canard dans le marais, par exemple, puis que j'y coupe un aile, puis que j'y arrache la tête puis les pattes, puis que je ramène juste mon petit poulet à la maison, bien, si je garde une aile intacte, pourquoi que je ne la conserverais pas comme souvenir de chasse? Alors, j'ai développé une expertise. Évidemment, si je la laisse comme ça, elle se met à dégager des odeurs. Alors, ce que je fais, c'est qu'avec un petit couteau, genre scalpel, je viens couper la peau de l'avant-bras de l'aile de mon oiseau pour y enlever toute la chair, pour ne pas que ça se mette à pourrir, pour ne pas que ça se mette à dégager des odeurs, même à la limite attirer certains insectes indésirables. Donc, je décharne complètement mon aile. Je lui applique un petit produit chimique disponible dans toutes les bonnes pharmacies, un genre de petit borax. Ça peut être à la limite même un petit formol pris dans un laboratoire pour faire dessécher mes structures et ainsi, ça ne dégage plus aucune odeur, je n'ai plus aucune viande qui pourrait pourrir ou dégager des odeurs, et je fais sécher mon aile. Je lui plante quelques aiguilles sur une feuille de carton, sur un petit carton, je l'étire un peu pour qu'elle prenne la forme, et voici le résultat final. C'est complètement génial. Et mon objectif, c'est de collectionner toutes les ailes des canards du Québec. Donc, si je veux, par exemple, un éder à duvet, bien, je serai obligé d'aller chasser dans le coin de Rivière-du-Loup. Si je veux une macreuse, bien, je vais aller peut-être à Bécomo. Si je veux un canard noir, je vais peut-être aller chasser dans Port-Neuf. Bref, ça me permet de voyager partout au Québec pour assouvir ma véritable passion que de monter une collection d'ailes. Et ça ne s'arrête pas là, parce que lorsque je vais chasser les plus gros oiseaux migrateurs, comme la bernache du Canada, bien, je ne m'empêche pas de garder une aile en souvenir. Bien là, c'est sûr, ma blonde, elle me dit de la garder dans le cabanon parce que ça prend trop de place. Je la comprends. Mais quand même, ça me permet de remémorer mon aventure de chasse et de le dire à toutes mes chums. « Ah, cette bernache-là, elle est arrivée dans un champ d'agriculture, un beau coup de feu précis. » Et regardez un de mes plus beaux souvenirs que je suis particulièrement fier. J'ai abattu, pas plus tard que l'automne dernier, une blanche. Une blanche, qu'est-ce qu'une blanche? C'est une oie des neiges, mais adulte. Remarquez la blancheur de ses plumes. Et encore une fois, ici, même opération, et j'ai pris la peine de remettre les plumes par-dessus la section que j'avais opérée pour y enlever toute la chair. Comme ça me fait encore une belle présentation. Contrairement, par exemple, à un de ces bébés, qui est beaucoup plus grisâtre. Donc ici, j'ai l'adulte avec le jeune, deux histoires de chasse différentes que je suis capable de raconter à mes copains. Encore une fois, ça prend de la place un peu, mais... Et une rareté québécoise, ce qu'on appelle une oie en phase sombre, même espèce que la grande oie des neiges, sauf qu'ici, génétiquement parlant, elle a un plumage beaucoup plus bleu, beaucoup plus grisâtre, ardoisé. 5 de la population seulement d'oie des neiges est de cette variété-là. Alors, un beau passe-temps que je vous invite également à assouvir avec moi. Donc, c'est un rendez-vous prochainement pour un autre Chasse et Pêche Express.